La nuit tombait sur le front comme un couvercle de fonte. Le ciel, strié de traînées orangées, grondait encore des derniers obus. Dans cette obscurité trouée par les éclairs des explosions, une silhouette avançait, courbée, presque collée au sol. Il ne tenait pas d'armes. Pas de fusil, pas de grenade. Juste une sacoche de cuir accrochée en bandoulière sur sa poitrine, comme un cœur de rechange. Plus vite, Louis, plus vite. Murmurait-il pour lui-même, chaque pas résonnant dans sa cage thoracique comme un tambour de panique. À quelques mètres derrière, la tranchée alliée attendait, haletante, sans le voir. Devant, quelque part dans la nuit, un officier vérifiait sa montre en serrant les dents. L'attaque planifiée dépendait d'un détail que seul ce messager portait sur lui, un changement d'ordre, un horaire, un mouvement de troupe. Autrement dit, la fine frontière entre une embuscade mortelle et une percée victoriosa. Les balles sifflaient, dessinant dans l'air des lignes invisibles que Louis devait deviner. Il respirait par à-coups, chaque inspiration comme une dette supplémentaire envers la vie qu'il n'était pas sûr de pouvoir rembourser. À chaque fois qu'un obus tombait trop près, il sentait la terre vibrer sous ses bottes, comme si le sol lui rappelait froidement « Tu peux t'arrêter ici ». Tout de suite. Mais il continuait. Parce qu'il savait que, là-bas, des hommes l'attendaient sans connaître son nom. Ils attendaient une enveloppe scellée, des chiffres, des mots courts, des flèches tracées sur une carte. Ils attendaient, sans le dire, une chose qu'on ne voit jamais sur les ordres militaires, l'espoir. Lorsqu'il plongea enfin dans la tranchée, couvert de boue et de sueur glacée, une main le rattrapa par le col. « T'es vivant, bon sang !» T'en as mis du temps, lâcha un soldat, les yeux écarquillés. Louis ne répondit pas. Il ouvrit sa sacoche avec des gestes précis, comme un rituel, et tendit les messages à l'officier. Celui-ci parcourut rapidement les feuilles, sentit la couleur revenir à ses joues et cria aussitôt des ordres. On changea de position, on déplaça des hommes, on évita un piège. Dans le fracas des préparatifs, personne ne leva vraiment les yeux vers le messager. Pourtant, à cet instant précis, ce qu'il venait de livrer valait plus que tous les lingots d'or du monde, de l'information, du temps gagné, quelques vies en sursis. Louis s'assit un peu à l'écart, le dos contre un mur de terre froide. Ses mains tremblaient encore, mais son esprit se calmait. Il connaissait ce mélange étrange, la peur qui colle à la peau, et juste derrière, une fierté silencieuse, presque honteuse. Il venait encore de traverser la mort, et une nouvelle fois, il avait gagné quelques heures au destin. Il ne savait pas qu'un jour, bien après le silence des canons, une autre traversée l'attendrait. Plus silencieuse. Plus sournoise. Une traversée où les balles seraient remplacées par des factures, les explosions par des appels de banque, et les champs minés par des décisions financières ratées. Et vous, en l'écoutant avancer dans cette nuit de guerre, vous sentez peut-être que quelque chose vous ressemble en lui. Vous n'esquivez pas des balles, mais vous esquivez des découverts. Vous ne portez pas une sacoche de cuir, mais vous portez vos peurs, vos échéances, vos fins de mois, comme des charges invisibles sur vos épaules. Alors, laissez-moi vous poser une question, dès maintenant, si lui risquait sa vie pour quelques minutes de temps en plus pour les autres, pourquoi, exactement, vous risquez votre tranquillité aujourd'hui? Pour quelle facture, quelle dette, quelles habitudes? Restez avec moi. Dans un instant, je vais vous montrer ce qui est arrivé à Louis quand la guerre s'est arrêtée, et comment sa plus dure bataille n'a commencé qu'après le retour au calme. Le matin se levait à peine, mais le ciel était déjà noirci par la fumée. Une brume lourde, mélange de brouillard et de poudre, collait à la peau. Dans ce gris sale, une silhouette avançait, courbée mais déterminée, le messager. Sa veste trop large battait au rythme de sa course, et contre sa poitrine, la sacoche de cuir heurtait son torse comme un second cœur. Plus vite, encore un peu. Murmurait-il pour lui-même, entre deux respirations coupées. Chaque pas sur le sol boueux pouvait être le dernier. Les planches disjointes, les trous béants, les câbles dissimulés sous la terre. Il ne voyait pas seulement un chemin, il voyait un champ de décision mortelle. Un obus explosa à quelques dizaines de mètres. Le sol vibra sous ses pieds, des mottes de terre retombèrent sur son casque. Il s'abattit au sol par réflexe, les oreilles sifflantes. Pendant quelques secondes, il ne sentit plus ses mains. Puis la douleur revint, comme une décharge brûlante dans les doigts. Il serra la sacoche, vérifia qu'elle était toujours là. À l'intérieur, quelques feuilles, des cartes, des ordres, mais aussi, sans que les autres le sachent, de petites lettres chiffonnées, parfois tachées de larmes. « Tiens, si tu passes par là, tu peux la glisser à ma femme,
lui avait demandé un soldat la veille, les yeux brillants d'une peur qu'il n'osait pas nommer. Il se souvenait de ce regard maintenant, alors qu'il se redressait. Ce n'était pas seulement l'État qu'il servait. C'étaient ces hommes, ces visages, ces histoires suspendues. Il reprit sa course, le souffle court, avec une idée fixe, chaque seconde gagnée, c'était peut-être une vie sauvée. Chaque minute de retard, une veuve de plus. Les balles sifflaient au-dessus de lui comme des insectes enragés. À un moment, il dut ramper dans un fossé rempli d'eau glacée. L'odeur de boue mélangée au sang lui montait au nez. Il sentit quelque chose de dur sous sa main, un casque abandonné. Il ne chercha pas à voir s'il y avait encore une tête dessous. Il connaissait déjà la réponse. Dans ces moments-là, il n'avait pas le luxe de s'arrêter pour pleurer. Quand il atteignit enfin la tranchée avancée, un officier l'attrapa presque par le col. « T'en as mis du temps, grogna-t-il, sans même le regarder dans les yeux. » Le messager ouvrit la sacoche avec des gestes rapides. L'officier prit les documents, les parcourut à la hâte, puis son visage changea. Il leva la tête, hurla des ordres, réorganisa les positions. En quelques minutes, des dizaines d'hommes bougèrent comme un seul corps, guidés par l'information fraîche que le messager venait d'apporter. Une manœuvre fut annulée, une autre improvisée. Une attaque évitée. Une embuscade contournée. Personne ne le félicita. Personne ne lui dit « merci ». Il resta là, haletant, la boue jusqu'aux genoux, pendant que les autres exécutaient les nouveaux plans qu'il avait permis de mettre en place. Un jeune soldat le frôla en courant, lui lança seulement « si tu n'étais pas arrivé à temps, on était mort ». C'était peu, mais pour lui, c'était tout. Ce détail-là, tu le connais peut-être sans le savoir. Dans ta vie financière, tu joues souvent le rôle du messager, sans reconnaissance, sans médaille. Tu cours pour payer les factures à temps, pour répondre à toutes les urgences, pour éviter que tout explose. Tu te dis, encore un mois. Encore un découvert à combler. Encore une facture à esquiver. Et chaque fois que tu t'en sors de justesse, personne ne t'applaudit. On considère ça comme normal. Le messager, lui, continuait. Une mission, puis une autre. À la fin de la journée, ses jambes tremblaient, ses mains saignaient, ses yeux brûlaient. Mais on lui confiait encore une nouvelle sacoche, un nouveau trajet impossible. Comme si sa résistance n'avait pas de limite. Comme si sa peur n'existait pas. Tu n'as pas parfois l'impression de vivre exactement ça avec ton argent. Comme si le monde attendait de toi que tu tiennes, toujours, peu importe le niveau de stress, peu importe l'état de tes nerfs, peu importe le vide que tu ressens quand tu regardes ton compte en banque. Qui voit ce que tu traverses vraiment pour livrer chaque fin de mois. Ce jour-là, sur le front, au milieu des amas de terre retournés et de cris lointains, le messager eut une pensée fugace, presque honteuse, et après? Quand tout ça sera fini, qu'est-ce qu'il restera pour moi? Il chassa l'idée d'un mouvement de tête. Là, tout de suite, il n'avait pas le droit de penser à lui. Mais un jour, forcément, la guerre s'arrêterait. Les canons se tairaient. Et lui, l'homme qui risquait sa vie pour que les autres puissent vivre, devrait faire face à un autre type de champ de bataille, sans uniforme, sans sacoche, sans ordre clair. Ce passage-là, du bruit des bombes au silence de la vie normale, allait se révéler plus brutal que tout ce qu'il avait connu. Et c'est précisément là que son histoire commence à ressembler, dangereusement, à la tienne. Le matin où tout a vraiment commencé à changer pour lui, le ciel était d'un gris métallique. Le vent gelé coupait les joues comme des lames. Il se tenait devant le poste de commandement improvisé, une grange à moitié détruite, avec sa sacoche de cuir serrée contre lui. À l'intérieur, des lettres, des ordres, quelques photos froissées. Des morceaux de vie suspendus à son pas. « Tu connais le chemin ?» lui demanda le capitaine, en tirant sur une cigarette trop courte. Le messager hocha la tête. Il connaissait déjà ce chemin par cœur, le fossé à gauche, les barbelés tordus comme des serpents, la maison écroulée qui servait de repère, puis le champ miné. Il connaissait aussi le goût métallique de la peur qui, chaque fois, remontait dans sa gorge. Tu as 15 minutes, pas plus. Après, il bombarde la route, ajouta le capitaine en écrasant le mégot du talon. 15 minutes. 15 petites minutes entre la vie et la mort. Il fixa sa montre fêlée. Le tic-tac semblait hurler dans le silence. C'était sa monnaie la plus précieuse, le temps. Un capital qu'il ne pouvait ni épargner, ni récupérer. Chaque seconde dépensée sur cette route était un pari contre l'invisible.
Il sortit de la grange en courant, le souffle court. Le sol tremblait encore des bombardements de la veille. L'air sentait la terre brûlée et la poudre. Une première détonation retentit au loin. Instinctivement, il se plaqua au sol, le cœur fracassant sa poitrine. Si je reste ici, je meurs. Si j'avance, je peux mourir aussi. Deux scénarios, aucun confortable. Pourtant, il se releva. Chaque pas était un calcul de risque. Avancer de 2 mètres à découvert ou perdre 10 secondes à contourner un cratère. Rester caché derrière un mur écroulé ou profiter de la fumée pour gagner quelques mètres. Sans le savoir, il faisait ce que beaucoup ne font jamais avec leur argent, mesurer avant d'agir. Une balle siffla à côté de son oreille. Il se jeta derrière un tronc. Ses mains tremblaient, mais sa tête, étrangement, devenait plus claire. Si je panique, je meurs. Si je réfléchis trop longtemps, je meurs aussi. Il me faut juste, le bon prochain pas. Un seul. Puis un autre. Il repartit, courbé, presque collé au sol. Sa respiration formait de petits nuages blancs devant son visage. À chaque inspiration, une pensée revenait, là-bas, ils m'attendent. Sans ces messages, ils sont aveugles. Sans moi, ils perdent du temps. Ils ne transportaient pas seulement du papier, ils portaient la marge de manœuvre d'une troupe entière. Une erreur de sa part, et c'était un coût énorme payé par d'autres. Plus loin, un soldat blessé l'appela faiblement, « aide-moi ». Il s'arrêta, le regard déchiré. S'il s'arrêtait, il risquait de rater la fenêtre de 15 minutes. S'il continuait, il laissait un homme dans la boue. Combien vaut une vie contre un ordre, contre une stratégie, contre un timing? Il se sentit se fissurer à l'intérieur. « Tiens bon », murmura-t-il au soldat en glissant une gourde vers lui. « Si j'arrive à temps, on t'enverra du secours. Mais je dois continuer. » Et il repartit, le poids de cette décision accroché à ses épaules comme une autre sacoche. Ce jour-là, il arriva quelques minutes avant que les obus ne s'abattent sur la route. Grâce à sa course, un bataillon entier se repositionna à temps. Des vies furent sauvées. Sur la carte étalée sur la table, on traça une nouvelle ligne, une flèche, un cercle. Sur le rapport, son nom n'apparut pas. Mais dans le silence des hommes qui serrèrent leurs fusils en voyant les renforts arriver, il y avait une forme d'admiration muette. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que cette façon de courir contre le temps, de choisir dans l'urgence, de sacrifier une chose pour en préserver une autre, allait se répéter plus tard, dans un autre champ de bataille, plus discret, plus cruel, celui de sa vie financière. Et si tu regardes bien ta propre histoire, combien de fois as-tu déjà couru ainsi, sans armes, seulement avec la peur au ventre et quelques minutes d'argent à ne pas gâcher? La nuit était tombée sur le village. Dans la petite maison de pierre, la lumière tremblotante d'une ampoule nue dessinait des ombres fatiguées sur les murs. Le messager était assis à la table de cuisine, les mains jointes, le regard perdu dans les nervures du bois. Devant lui, une pile de lettres, mais cette fois, ce n'étaient plus des ordres militaires ni des messages codés. C'étaient des avis de retard de paiement, des menaces de coupure, des rappels de dettes. Sa femme posa une casserole sur la table, une soupe claire, plus d'eau que de légumes, et le fixa en silence. On entendait le tic-tac obstiné de l'horloge, comme un rappel cruel, le temps passait, les factures s'accumulaient. Ils ont encore augmenté le loyer, murmura-t-elle. Il hocha la tête, sans lever les yeux. Je sais. Et ton indemnité? Il eut un rire bref, amer. Indemnité? On m'a donné une médaille, pas un salaire. La médaille ne paie pas le pain. Il se leva, ouvrit un vieux tiroir et en sortit la décoration militaire, encore soigneusement gardée dans sa boîte de velours. Sous la lumière jaunâtre, le métal brillait faiblement. Il la retourna dans sa main comme on examine une pièce de monnaie sans valeur. Là-bas, sous la pluie de balles, je valais quelque chose, dit-il d'une voix cassée. Ici, je ne vaux même pas le prix de l'épicerie. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que sa guerre avait seulement changé de visage. Avant, il courait entre les tranchées, maintenant, il courait entre les échéances. Avant, il risquait sa vie, maintenant, il risquait sa dignité. Mais au fond, c'était toujours la même chose, un combat pour garder debout ceux qu'il aimait. Toi aussi, peut-être, tu connais ce décalage brutal entre ce que tu donnes au monde et ce que ton compte en banque renvoie. Tu travailles, tu te lèves tôt, tu fais ce qu'il faut, mais à la fin du mois, le verdict est le même, insuffisant. Insuffisant sur le relevé,
insuffisant dans le regard des autres, et parfois, le plus douloureux, insuffisant à tes propres yeux. Le messager, lui, ne comprenait rien à l'argent. On ne lui avait jamais appris. On lui avait parlé de courage, de sacrifice, de patrie. Jamais de budget, de réserve, de stratégie financière. Son éducation émotionnelle, c'était supporter, encaisser, se taire. Alors, face aux chiffres, il faisait ce qu'il savait faire, il se sacrifiait encore. Il renonçait à acheter des chaussures neuves, à soigner cette douleur dans son dos, à dire qu'il n'y arrivait plus. Peut-être te reconnais-tu dans cette façon de tout encaisser en silence. Combien de fois as-tu dit « ça va aller » en regardant un solde qui criait le contraire? Combien de nuits à recalculer mentalement, à additionner, soustraire, espérer un miracle, comme on attendait autrefois une lettre de bonne nouvelle au front? Ce que personne n'avait expliqué aux messagers, c'est qu'après une grande guerre extérieure, il y a toujours une guerre intérieure, celle contre la honte, la peur, la culpabilité d'avoir mal géré. Et pourtant, comment gérer ce qu'on ne t'a jamais appris? Comment gagner une bataille dont tu ignores même les règles? Lui, il continuait de croire qu'un jour, quelque chose changerait de l'extérieur, une meilleure paye, une aide, une reconnaissance tardive. Mais la vérité, c'est qu'aucun commandement ne viendrait lui donner un nouveau plan de mission. Dans cette nouvelle guerre, il devait apprendre à être à la fois soldat et stratège. Et toi, dis-moi, dans cette bataille silencieuse avec ton argent, où te sens-tu le plus seul aujourd'hui? Dans les dettes? Dans les imprévus? Dans cette sensation de ne jamais pouvoir souffler? Parce que c'est précisément à partir de ce point de douleur que son histoire, et la tienne, vont commencer à changer. Ce soir-là, Marcel était assis à la petite table de la cuisine, une ampoule nue pendant au-dessus de lui, projetant une lumière jaune sur les factures étalées comme des cartes d'état-major. Dehors, on entendait encore parfois des échos lointains de reconstruction, des marteaux, des voix. Mais chez lui, c'était le silence d'une reddition intérieure. Il prit une facture, la retourna comme s'il cherchait au dos un ordre clair, un plan de mission. Rien. Juste des chiffres. Des délais. Des menaces voilées. Sa femme, Jeanne, essuyait les assiettes derrière lui, plus fort que nécessaire, comme si chaque coup de torchon pouvait effacer l'injustice. « Tu te souviens, disait-on que les héros seraient récompensés ?» demanda-t-elle sans le regarder. Marcel esquissa un sourire amer. « On m'a promis, une prime, un poste à la mairie, quelque chose de stable. Le capitaine avait dit, on ne laissera pas tomber nos hommes. » Il répéta la phrase en murmurant, comme on récite une prière qui ne répond plus. « Et qu'est-ce qu'on a finalement ?» reprit Jeanne, en posant une assiette un peu trop violemment. « Des dettes au boulanger, des chaussures trouées pour les gosses, et toi qui te casses le dos à porter des sacs de ciment pour 3 francs. » Il ne protesta pas. Pendant la guerre, il avait appris à encaisser les balles. Maintenant, il apprenait à encaisser les reproches. Pourtant, quelque part, il sentait qu'elle ne lui parlait pas seulement à lui. Elle parlait à ce système invisible qui transformait son courage en presque rien. Sur la table, parmi les papiers, il y avait un vieux carnet militaire. Par réflexe, il l'ouvrit. Des noms de villages, des heures, des coordonnées griffonnées à la hâte. Chaque ligne, c'était une course à travers la mort. Il caressa une page du bout des doigts. « Tu vois ça, Jeanne, dit-il doucement. Là, j'ai traversé un champ miné pour apporter l'ordre de repli. S'il ne l'avait pas reçu, tout un bataillon se faisait encercler. Ça avait du sens. Je savais pourquoi je courais. » Il leva les yeux vers les colonnes de chiffres en face de lui. « Mais là, je cours après quoi? Après des échéances, des intérêts? Je suis toujours messager, mais je ne livre plus rien d'utile. Je livre ma santé, mon temps, à qui, au juste ?» Elle s'assit en face de lui, soudain plus calme. « Tu ne pouvais pas savoir, Marcel. Personne ne nous a appris à nous battre avec l'argent. On t'a appris à éviter les balles, pas les découverts. Tu as appris à lire une carte, pas un contrat de crédit. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Voilà le vrai champ de mine, les petites lignes, les promesses faciles, les payer plus tard. Pendant la guerre, un faux pas coûtait la vie. Maintenant, un faux pas financier coûtait des années de tranquillité. Et toi, en les écoutant, tu sens peut-être la même chose, n'est-ce pas? On t'a appris à travailler, à obéir, à faire preuve de courage, mais qui t'a vraiment appris à te défendre financièrement? Qui t'a appris à reconnaître une mine, dans un contrat,
une embuscade dans une offre trop belle pour être vraie. Si tu t'arrêtes un instant, là, maintenant, quel est ton champ de bataille aujourd'hui? Est-ce cette carte de crédit qui ne descend jamais? Ce prêt que tu regrettes d'avoir signé? Ces achats que tu fais pour calmer une angoisse que tu n'oses pas nommer? Marcel passa une main sur son visage fatigué. Tu sais ce qui est le pire, murmura-t-il. Pendant la guerre, j'avais peur de mourir. Maintenant, j'ai peur de regarder mon compte en banque. Tu trouves ça normal, toi? Est-ce que, toi aussi, tu ressens parfois cette boule au ventre en ouvrant ton application bancaire, ce mélange de honte et de fatigue? Si c'est le cas, tu n'es pas seul. Et si tu es encore là, à écouter l'histoire de Marcel, c'est peut-être que, quelque part, tu cherches toi aussi un autre chemin. Parce qu'à ce moment précis de sa vie, alors qu'il se croyait piégé, il allait découvrir quelque chose qui changerait peu à peu sa façon de voir l'argent, et sa propre valeur. Louis se tut quelques secondes, puis reprit, la voix plus basse, comme s'il craignait encore les échos du passé. Le plus étrange, disait-il, ce n'est pas la peur des balles. C'est la peur de la facture. Là-bas, si je courais assez vite, je survivais. Ici, peu importe combien je me tue à la tâche, j'ai toujours l'impression d'être à découvert. Il baissa les yeux sur ses mains, les mêmes qui autrefois portaient des messages vitaux et qui, maintenant, tremblaient devant un relevé bancaire. La petite cuisine paraissait encore plus étroite. Une ampoule nue pendait au plafond, projetant une lumière jaune sur les murs fissurés. Sur la table, un tas de feuilles, factures, lettres de relance, publicité de crédit facile. Tu te souviens, continua-t-il, là-bas, on pesait chaque minute. Si j'arrivais trop tard, des zones mouraient. Le temps, c'était une bombe à retardement. Il prit une facture, la retourna, traça quelque chose du bout du doigt. Aujourd'hui je me rends compte que, ici aussi, le temps est une arme. Mais je ne l'ai jamais appris. Je n'ai jamais su investir, jamais su mettre de côté. On m'a appris à obéir, pas à planifier. À survivre, pas à construire. Alors, à chaque fin de mois, j'ai l'impression que quelqu'un déclenche une nouvelle offensive contre moi, et je n'ai plus de tranchée où me cacher. Il leva les yeux vers toi, comme s'il te parlait directement à travers les décennies. Tu sais ce qui m'a le plus blessé? Ce n'est pas le manque d'argent. C'est la honte. Honte de ne pas pouvoir offrir à ta mère ce qu'elle méritait. Honte d'emprunter à un voisin plus jeune que moi. Honte de me sentir inutile dans un monde de chiffres, de contrats, de délais. J'ai rapporté mon corps vivant de la guerre, mais ma dignité, elle, est restée quelque part là-bas, dans la boue. Il poussa un long soupir, puis eut un petit rire amer. Là-bas, j'étais un héros. Ici, je suis devenu un numéro. Numéro de sécurité sociale, numéro de dossier, numéro de client endetté. Tu veux savoir le pire? On finit par y croire. On se dit, je suis nul en argent, ce n'est pas pour moi. Et on abandonne. On laisse les autres décider pour nous. Il se pencha un peu plus, comme pour te confier un secret. Mais tu sais, l'ennemi le plus dangereux, ce n'est pas le banquier, ni la crise, ni le gouvernement. C'est la petite voix dans ta tête qui dit, tu n'y arriveras jamais. Moi, je l'ai laissé me commander pendant des années. J'ai survécu aux bombes, mais pas à cette voix. Et toi, est-ce que tu l'entends aussi, cette voix-là, quand tu regardes ton compte, quand tu penses à ton avenir? Il marqua une pause, ses yeux se perdant dans le vide, comme s'il voyait soudain une autre possibilité, une autre route. Si j'avais compris plus tôt que l'argent, c'est aussi une forme de message, que chaque euro dépensé ou gardé, c'est un ordre envoyé à mon futur, j'aurais peut-être changé la façon de courir. Non plus seulement pour fuir la misère, mais pour avancer vers quelque chose. Vers un plan. Vers une stratégie. Comme au front. Ses doigts se crispèrent autour d'une facture, puis se détendirent. On ne m'a jamais donné ce manuel-là, dit-il doucement. Mais toi, tu peux encore l'écrire. Et c'est précisément à ce moment-là que son histoire commence à se rapprocher dangereusement de la tienne. La serveuse dépose 2 cafés entre eux. La porcelaine teinte, légère dissonance au milieu du brouhaha du bistrot. Dehors, la pluie trace des lignes obliques sur la vitre, comme autant de comptes à rebours. Tu vois, dit le mentor en enlaçant sa tasse entre ses mains, le colonel du messager avait compris quelque chose que toi, tu refuses encore de regarder en face. L'homme fronce les sourcils. Le colonel? Celui qui voulait le renvoyer à l'arrière? Oui.
Il a failli le sacrifier à cause d'un mauvais calcul de risque. Exactement comme toi, qui sacrifie ton futur à cause de décisions financières prises sans stratégie. Tu vas au front, à découvert. Sans plan, sans couverture, sans carte. Il se renfrogne, piqué. Mais je fais ce que je peux. J'économise quand je peux, je paie les factures, je serre les dents. Le mentor se penche, sa voix se fait plus douce. Justement. Tu serres les dents, comme le messager serrait sa sacoche. Mais lui, à chaque aller-retour, il savait pourquoi il courait. Il connaissait l'objectif de la mission, la valeur du message, le temps qui lui restait avant l'aube. Toi, sais-tu vraiment pourquoi tu cours autant derrière l'argent? Sais-tu ce que tu veux protéger, ce que tu veux atteindre, ou tu te contentes juste d'éviter la prochaine balle? Un silence s'installe. On entend la machine à café souffler, un rire trop fort à une autre table, la radio qui grésille en fond. Honnêtement, murmure-t-il, je pense que je passe mon temps à éteindre des incendies. Le loyer, les dettes, les imprévus. Je n'ai jamais vraiment pensé à stratégie. J'essaie juste de ne pas mourir financièrement. Le mentor acquiesce. Comme beaucoup. Et c'est là que la guerre intime commence à faire plus de dégâts que la guerre réelle. Dis-moi, si ta vie financière était un front de bataille, où sont tes lignes fortifiées? Tes abris? Tes ressources? Ton plan de retraite? Tes réserves? Son visage se ferme un peu, comme si les questions frappaient là où ça fait mal. Je n'ai pas vraiment de réserve. Chaque fois que j'essaie de mettre de côté, quelque chose arrive. Une panne de voiture, un problème de santé, un ami qui a besoin. Et puis je me dis, ce n'est pas le moment. Sauf qu'il n'y a jamais de moment. Le mentor sourit, triste. Tu viens d'énoncer la phrase que des millions de personnes prononcent avant de se retrouver au milieu du champ de mine. Le messager, lui, n'attendait pas le bon moment pour courir. Il lisait le terrain, sentait le vent, comptait les secondes. Il n'avait pas le luxe d'être réactif. Il devait être proactif, sinon il mourrait. Il laisse la phrase flotter entre eux. Et toi, dans ta vie financière, es-tu proactif ou seulement en mode survie? Si tu es honnête, tu le sais déjà. L'homme baisse les yeux vers sa tasse presque vide. On lit sur son visage ce mélange de honte, de lucidité et de fatigue. Et toi qui regardes cette histoire, poursuit calmement le mentor en relevant la tête comme s'il s'adressait aussi à quelqu'un d'invisible. Où en es-tu, toi? Tu réagis juste aux bombes qui tombent, ou tu construis une stratégie, même simple, pour arrêter de courir au hasard. Il se tourne à nouveau vers son interlocuteur. Tu sais, aujourd'hui on met un « like » sur les histoires de courage, de guerre, de sacrifice. Mais combien d'entre nous ont le courage de regarder en face leurs propres chiffres? Tes comptes, ce sont tes tranchées. Tes dépenses, ce sont tes postes avancés. Tes dettes, ce sont les mines sous tes pieds. Oser les regarder, ce n'est pas être faible, c'est être commandant de ta propre armée. L'homme relève les yeux, un peu plus décidé. Et si j'ai l'impression d'avoir déjà perdu plusieurs batailles? Le mentor esquisse un sourire. Alors il est temps de changer de général. D'arrêter de laisser tes peurs commander. Tu veux qu'on cartographie ton champ de bataille, pas à pas, comme le messager apprenait chaque trou, chaque mur, chaque recoin de son parcours. Il marque une pause, puis ajoute, presque en chuchotant. Je vais te montrer par quoi il a commencé, et par quoi toi aussi tu peux commencer, ce soir, sans attendre une meilleure guerre. Le messager baisse les yeux vers la table de la cuisine. Entre sa main et celle de sa petite fille, il y a ce vieux portefeuille en cuivre, fatigué comme lui. Il le tourne, le retourne, puis murmure, presque pour lui-même. Tu sais, au fond, j'avais toujours une chose claire, je savais d'où venait le tir. Ici, je ne savais même pas d'où venaient les trous dans mon argent. Elle le regarde, intriguée. Papy, c'est quoi, les trous dans ton argent? Il sourit, un peu amer. Ce sont ces petites choses qu'on ne voit pas, les achats pour se consoler, les crédits qu'on signe pour respirer et qui finissent par étouffer, les choix qu'on fait parce qu'on a peur du lendemain. Pendant la guerre, j'avais peur de mourir. Après la guerre, j'ai eu peur de manquer. Et cette peur-là, m'a coûté plus cher que les balles. Un silence lourd s'installe. On entend l'horloge du salon. Tic-tac. Tic-tac. Le temps, toujours le temps. J'avais appris à courir sous les bombes, dit-il,
mais personne ne m'a appris à marcher calmement avec l'argent. On m'a décoré pour mon courage, mais on ne m'a jamais donné un manuel pour construire une vie sans dette, sans angoisse au début du mois. Alors, j'ai répété des erreurs. Et ma fille a répété les miennes. Il se tourne vers la caméra, comme s'il parlait, cette fois, directement à celui qui l'écoute. Dis-moi, toi, quelle est ta plus grande douleur financière, aujourd'hui? Est-ce une dette qui t'empêche de dormir? Une honte que tu caches aux autres? Un salaire qui disparaît avant la fin du mois? Tu n'es pas obligé de répondre à voix haute, mais ne te mens plus à toi-même. Mets un nom dessus. Maintenant. Son regard se fait plus doux. Parce que ce que tu ne nommes pas, tu ne peux pas changer. Moi, j'ai passé des années à faire semblant que tout allait bien. Fier sur le champ de bataille, orgueilleux dans mon salon. Mauvaise combinaison, je sais. Il esquisse un léger rire, presque un souffle. Si tu te reconnais un peu dans mon histoire, reste avec moi. Dans un instant, je vais te montrer ce que j'aurais voulu comprendre il y a 50 ans, et que toi, tu peux encore appliquer à ta propre guerre financière, tant que tu respires. Le soir tombe, et le vieux messager reste là, assis sur sa chaise, les mains posées sur son bâton, le regard perdu vers une fenêtre qui ne montre plus ni bong ni fumée, juste un ciel qui s'assombrit lentement. Sa petite pension ne suffit pas, ses factures l'attendent sur la table, empilées comme des ordres de mission jamais exécutés. Il soupire, fatigué, mais au fond de ses yeux, quelque chose a changé. Il repense à ce qu'il vous a dit, tout à l'heure, pendant la guerre, j'avais peur, mais je ne reculais pas. Aujourd'hui, j'ai longtemps reculé devant mes comptes. Puis il a levé le doigt, comme pour donner un dernier ordre au destin, mais la peur ne doit pas décider à ma place. Dans la pièce, la lumière est douce. On entend au loin une télévision voisine et, plus près, le tic-tac obstiné d'une horloge. Vous l'observez sortir un vieux cahier, le poser devant lui, comme autrefois il posait sa carte militaire. Cette fois, ce n'est pas un colonel qui lui donne des directives. C'est lui qui décide d'ouvrir enfin le dossier de sa propre vie financière. Il ouvre une enveloppe, lit le chiffre, avale difficilement sa salive. La honte monte, puis la colère, puis, quelque chose de différent, une étrange lucidité. Il murmure, c'est ça, mon champ de mine. Puis, au lieu de refermer l'enveloppe, il la place bien en évidence sur le cahier. Un geste minuscule, mais qui change tout. Pour la première fois, il accepte de regarder en face. Et vous? Quel est votre champ de mine? Une dette que vous évitez? Un compte que vous n'ouvrez jamais? Un email de la banque que vous laissez dormir dans votre boîte de réception? Derrière chaque somme, il y a une histoire. La vôtre ne vaut pas moins que celle de ce messager. Il a traversé la guerre avec un seul outil, le courage de faire un pas de plus. Vous avez aujourd'hui un avantage qu'il n'avait pas, l'accès à l'information, à l'éducation financière, à des ressources qui peuvent transformer une spirale de dette en chemin de reconstruction. Mais tout commence par un acte intime, invisible pour les autres, décider de ne plus fuir. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez une marque. Un like n'est pas qu'un clic, c'est comme dire tout bas, je me reconnais là-dedans. Et surtout, répondez, même si c'est en une phrase, quelle est aujourd'hui votre plus grande douleur financière? Est-ce la peur de manquer, la honte des dettes, la pression familiale, l'impossibilité de dire non? Écrivez-la. Nommer sa douleur, c'est comme tracer la carte d'un territoire ennemi avant d'y entrer. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un guide pour marcher là-dedans, abonnez-vous. Ici, nous allons continuer à ouvrir ces dossiers silencieux, mêler d'autres histoires à la vôtre, et transformer peu à peu ce champ de bataille invisible en terrain de reconstruction. Parce que, dans la guerre financière, chaque pas conscient est déjà une petite victoire.